Bonjour, Hello. je voulais tout d'abord vous inviter à Stanford pour participer à une conférence sur la désinformation russe, la propagande, les méthodes que la Russie utilise désormais dans sa guerre hybride et surtout les fake news. Пропаганды методов, которые сейчас использует Россия в их гибридной войне и в именно fake news. La conférence dont vous parlez est-elle rémunérée ou bénévole? Juste pour comprendre. Bien sûr, une rémunération est prévue, et je pense même qu'elle est très correcte, vu qu'il s'agit d'un événement de prestige. En principe, c'est un bon modèle. Merci pour votre réponse. C'est une bonne chose, d'autant que j'espère me rendre dans plusieurs pays africains au cours de la première quinzaine d'octobre, où les récits de guerre russes dominent. Justement, l'Afrique. Quel est le problème avec l'Afrique? J'ai entendu dire qu'il y avait un problème. J'ai lu le tweet de Zakharova, où elle disait que le président Zelensky n'avait pas parlé au président du Ghana. Pas le Ghana, mais le Sénégal, je suppose. C'est un sujet de conversation en soi. Pour être honnête, parce que tout d'un coup, nos amis, nos partenaires, les États-Unis, les Européens, ont commencé à dire il y a quelques mois qu'il était très important de travailler avec l'Afrique, d'avoir l'Afrique à nos côtés. Je comprends le but de cette discussion dans le contexte de la résolution du problème des céréales. Mais ce problème a été résolu, dans un format très étroit, certes, mais résolu. Mais les appels à mettre l'Afrique de notre côté ont continué. Il existe une opinion selon laquelle il faut beaucoup parler aux Africains, les convaincre et les rallier progressivement à notre cause. Mais je constate deux processus en ce moment. Premièrement, je vois certains pays d'Afrique qui sont, disons, réceptifs à la persuasion et ouverts à la conversation. Mais je vois aussi des pays qui ont adopté soit une position strictement pro-russe, soit une position strictement neutre. Impossible de les persuader de quoi que ce soit, quel que soit le temps passé avec eux. Ce qui peut être intéressant maintenant en Afrique, c'est l'inflation du prix de l'attention des dirigeants africains. Si lui, disons le président du pays X en Afrique, voit que soudainement les Russes courent vers lui et lui demandent de les soutenir, et qu'en même temps les Européens, les Américains et les Ukrainiens courent vers lui et lui demandent de les soutenir aussi, alors dans cette situation, il est profitable pour lui de commencer à faire monter les enchères et de demander quel est le prix du soutien. Russie, que me donnez-vous pour me soutenir? Ensuite, il vient voir les Européens et leur dit « Ok, vous avez dit que vous donniez 100 par exemple, mais les Russes donnent 150. » Et de cette façon, je pense que dans cette course à l'Afrique, nous incitons plutôt un certain nombre de dirigeants africains à essayer de tirer profit de cette situation, plutôt que de prendre un parti ou l'autre sur la base de faits objectifs, sur la culpabilité ou l'innocence des uns et des autres. Il me semble que nous allons un peu trop loin avec l'Afrique à cet égard. Soudainement, il y a une telle course pour l'attention de l'Afrique. Quels sont vos objectifs maintenant? Qui voulez-vous avoir de votre côté sur le continent africain? Le Kenya, je sais. Quelle est votre cible? En avez-vous parlé au secrétaire Blinken? Comment pouvons-nous organiser cela? Oui, nous lui parlons.
En fait, l'argument selon lequel nous devons travailler davantage avec l'Afrique est venu principalement de l'Union européenne et des États-Unis, qui ont commencé à nous dire que l'Afrique était importante, mais qu'elle n'était pas avec nous et que nous devions la sensibiliser. C'est pourquoi il y a plusieurs intérêts qui convergent dans cette situation pour nous. Le premier intérêt est essentiellement de rafraîchir nos connaissances en Afrique subsaharienne et de comprendre en quoi nos relations bilatérales pourraient, en principe, leur être bénéfiques. La première tâche est de retourner en Afrique. La deuxième tâche consiste, bien sûr, à sonder la disposition des pays à vendre certaines armes de type soviétique à partir de leur stock. Et la troisième tâche consiste en fait à promouvoir notre récit, à expliquer qui a raison et qui a tort, afin de se réserver leur soutien dans les formats politiques, tout d'abord à l'Assemblée générale de l'ONU et à d'autres niveaux, à l'Union africaine. Dites-moi maintenant quelle est la situation sur le front. Je sais pour la contre-offensive, je sais que votre renseignement est efficace. Combien de temps pensez-vous que cela va durer? Quelle est la situation actuelle? Je vais vous dire franchement qu'en étroite coopération avec nos partenaires, surtout les États-Unis et la Grande-Bretagne, nous avons préparé une contre-offensive dans le sud et qu'elle ne ressemble pas à l'offensive russe. Quand l'offensive russe se déclenche, elle se déroule dans le style soviétique classique. Attaque massive, en avant, frontale. Comme l'a dit un général britannique, vous ne pouvez pas vaincre la Russie si vous vous battez comme une petite Russie. Nous essayons donc d'agir différemment. Pour cette raison, notre contre-offensive n'est pas aussi spectaculaire que celle de la Russie. Hop, et c'est plié. Mais d'après ce que je sais, nous avançons dans le sud. L'objectif est de libérer au moins une partie de la région de Kherson, sur la rive droite du Dniepr. Mais vous savez, la guerre m'a appris à ne pas faire de plan. Ce qui ressemble aujourd'hui à une offensive réussie peut s'arrêter demain. Et ce qui ressemble à une petite opération locale peut se transformer en une offensive à grande échelle. Alors nous prions. Mais à propos de la Crimée, qu'en pensez-vous? Est-ce que la Crimée est une cible immédiate ou non? Non, je ne pense pas que la Crimée soit une cible opérationnelle immédiate. Но есть атаки, да, я знаю, и есть Mais je sais qu'il y a des attaques, il y a des groupes, des reconnaissances, des cas de sabotage. Je suis conscient que des travaux y sont effectués. Maintenant que j'ai vu beaucoup de gens du renseignement sont en Russie. И сейчас я видел, что есть тоже многие люди находятся в России, именно из разведки. Si vous me demandez, par exemple, qui est derrière les explosions en Crimée ou à Belgorod, en privé, aussi privé que Zoom peut l'être, je vous répondrai que oui, c'est nous. Premièrement, la Crimée est une source de munitions pour l'armée russe en Ukraine et une base aérienne pour leurs avions, à partir desquels ils frappent. Par conséquent, la destruction des bases, des dépôts, des munitions, des avions en Crimée a un effet direct sur l'efficacité des combats de la Russie en Ukraine continentale. En d'autres termes, il y a un certain objectif militaire dans tout cela.
De plus, ces attaques ont un but psychologique, car elles envoient un signal très clair qu'il n'y a pas de territoire intouchable. Mais il n'est pas question de libérer la Crimée en un mois. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit maintenant de saper la capacité de combat des principales troupes russes stationnées qui combattent en Ukraine continentale et d'obtenir un effet psychologique, un signal clair que nous reviendrons. Nous sommes déjà revenus avec des armes et il y aura une suite. Психологическом эффекте, четком сигнале, что мы вернемся, мы уже вернулись оружием, а за этим вернемся и сами. Comment pouvons-nous vous aider? Que peut faire notre pays? Мне кажется, есть три вопроса, где Соединенные Штаты... Je pense qu'il y a trois domaines dans lesquels les États-Unis doivent continuer à jouer un rôle moteur. Je dis continuer car, objectivement, personne n'a fait plus que les États-Unis. La première question, c'est bien sûr celle des armements. Il me semble que les États-Unis devraient maintenant surmonter la barrière psychologique, et je ne peux pas expliquer leur refus autrement, et transférer à l'Ukraine, ou du moins annoncer le transfert de systèmes de défense aérienne patriotes et de missiles à longue portée dans l'un des prochains paquets. Nous garantissons que nous ne les utiliserons pas pour des frappes sur le territoire russe. Mais si nous les avons, nous pourrons tirer à travers les territoires occupés de l'Ukraine jusqu'à la profondeur maximale pour y détruire les réserves russes. La troisième chose, ce sont bien sûr les chars Abrams. Même des vieux, nous sommes prêts à les accepter. Mais nous constatons que quelque part à Washington, et nous avons notre petite idée sur l'endroit, il y a un blocage sur ces sujets. Pour une raison que nous ignorons, les HIMARS peuvent être donnés, mais pas les Patriotes. Bien qu'il y a 3 mois, il n'était pas question de donner les HIMARS non plus. Le deuxième sujet est bien sûr le statut d'État sponsor du terrorisme pour la Russie. Ce serait très grave et ce serait un puissant moyen de dissuasion à l'égard de la Russie. Ce serait le meilleur moyen d'empêcher et de dissuader les acteurs du commerce international de contourner les sanctions, car ils risqueraient tous des sanctions secondaires de la part des États-Unis. Et la troisième question est bien sûr le soutien macro-financier à l'économie, parce qu'une guerre ne peut continuer que tant qu'il y a de l'argent pour la financer. Comment évaluez-vous la situation actuelle? Combien avez-vous en réserve? Je pense qu'avec l'argent qui nous a déjà été promis par les États-Unis et l'Union européenne, en tant qu'association et par un certain nombre de pays membres de l'Union européenne, nous survivrons plus ou moins jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que nous pourrons maintenir l'équilibre financier. Après cela, nous devons entrer dans le programme du FMI. En d'autres termes, les partenaires nous financent pour la période allant jusqu'à la fin de l'année et nous devons utiliser cette période pour finaliser le programme avec le FMI et avoir un programme à grande échelle avec le FMI l'année prochaine. Nous avons besoin d'environ 5 milliards par mois avec le bilan actuel. Mais tout cela est non viable. Donc plus vite on termine la guerre et mieux c'est. Но это все unsustainable на самом деле, то есть поэтому чем быстрее мы закончим войну, тем лучше. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'horizon. Je ne vois pas la Russie s'arrêter. Je ne vois pas non plus d'offensive, comme vous le dites. Il n'y a pas encore de fin en vue. Les Russes proposeront des négociations au moment où ils se rendront compte qu'ils sont en train de perdre, qu'ils sont en mauvaise posture et qu'ils ont besoin d'une pause. Mais si ce moment arrive, cela signifie que les négociations seront à notre désavantage, car cela signifiera que nous sommes en train de gagner et que nous n'avons pas besoin d'une pause.
Et les partenaires doivent tous comprendre cette nuance. Mais vous savez que les accords de Minsk ont échoué par eux-mêmes. Absolument. Je dis à tous mes collègues ministres que nous ne reviendrons en aucun cas à cette période, à cette ère de torture appelée Minsk. Mais cela n'aurait pas pu se faire en soi, cela était impossible à appliquer vu la manière dont c'était rédigé. Exactement, oui. De toute façon, les Russes ne signeront pas un accord qu'il n'est pas dans leur intérêt d'appliquer. Et comment le voyez-vous? Y aura-t-il tout de même un accord, n'est-ce pas? Quels seront les termes? Bien sûr, tout cela se terminera par la diplomatie. Mon travail en tant que ministre des Affaires étrangères est de faire en sorte que l'Ukraine entre dans ces négociations avec la position la plus forte possible et qu'elle soit en mesure de défendre et de restaurer son intégrité territoriale dans les négociations. Commencer les négociations avec la position suivante. Ok, gardez le Donbass et la Crimée et rendez le reste. C'est une position faible dès le départ. Personne ne commence avec ça. Il serait suicidaire d'entamer des négociations à partir d'une telle position. Mais nous comprenons tous que l'équilibre à la table des négociations sera déterminé par la situation sur le champ de bataille et la situation de l'économie russe. Par conséquent, les armes et les sanctions sont les deux outils que nous pouvons utiliser pour améliorer la position de l'Ukraine à la table des négociations. Qu'en est-il des sanctions en Europe? Que vous dit Borrell? Que disent-ils de la crise du gaz? Il y a beaucoup de manifestations dans ces pays en ce moment. Les Européens sont dans un état de fatigue pure. Il faut les forcer. Il est de plus en plus difficile d'obtenir le soutien de la Hongrie pour les sanctions. La Hongrie devient de plus en plus agressive. Quelle est leur feuille de route? Nous attendons de nouvelles sanctions. Nous nous battrons et je suis sûr que nous obtiendrons gain de cause. Quelles seront les nouvelles sanctions selon vous? Parmi les grandes sanctions, nous ne pouvons parler que du gaz. Et je veux aussi couper les nouvelles banques russes du SWIFT. Nous avons un autre grand secteur de l'économie russe qui reste intouchable. C'est Rosatom, l'industrie nucléaire russe. Et je pense qu'ils devraient eux aussi être soumis à des sanctions. Nous devons examiner très sérieusement le fonctionnement de l'industrie militaire russe et continuer à appliquer des sanctions dans ce domaine également, afin de leur couper l'accès à toute technologie restante. Mais pensez-vous vous-même que tout cela est réaliste? Comment se comporte l'Europe en ce moment? De vous à moi, que vous dit Borrell lorsque vous vous voyez en tête-à-tête ou d'autres ministres? Est-ce qu'ils croient en vous ou pas? Est-ce qu'ils disent « Non, vous ne gagnerez pas » Quelle est leur appréciation? Ils ont un dédoublement de personnalité. D'un côté, ils voient que l'Ukraine peut effectivement gagner, mais ils ne peuvent pas imaginer la défaite de la Russie. Et c'est un frein, ça les ralentit beaucoup. Ils ont peur. Personne ne le dit à voix haute, mais j'ai l'impression qu'ils souhaitent sincèrement la victoire de l'Ukraine. S'il était possible que l'Ukraine gagne et que la Russie ne perde pas et dise juste « Ok, ça n'a pas marché, passons à autre chose », ce serait l'idéal pour eux. Mais ils ont tous peur qu'une victoire de l'Ukraine signifie que la Russie prenne une revanche inadéquate sous la forme d'armes nucléaires, soit que la Russie éclate et qu'un processus se déclenche qui crée encore plus de problèmes pour l'Europe. La peur et la lassitude des sanctions, la peur de l'hiver dans un certain nombre de pays de l'Union européenne est très forte. Comment se comporte la partie turque?
Les Turcs pratiquent la diplomatie ottomane classique, c'est-à-dire qu'ils essaient de maintenir leur amitié avec nous et avec les Russes. Ils n'ont aucune sympathie pour les Russes, c'est certain à 100%. Ils ont de la sympathie pour nous, mais ils essaient de faire de l'argent sur la Russie, sur la guerre. Vont-ils vous fournir beaucoup de Bayraktar? Nous avons une bonne coopération et aucune limite en ce qui concerne les Bayraktar. Pour résumer, cela ressemble à ceci. La Turquie entretient une coopération militaire et technique avec l'Ukraine et nous soutient en matière d'armement, tandis qu'elle soutient la Russie sur le plan économique, en essayant de faire des profits, de faire de l'argent sur les problèmes de la Russie. S'il faut esquisser la politique de la Russie en termes généraux, c'est à cela qu'elle ressemble. Des armes à l'Ukraine et des profits en Russie. Я понял, хорошо, спасибо, министр.